LCP, je vous présente mes invités. Pierre-Alexandre Anglade, merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance des Français de l'étranger. Paul Vannier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise. Alors sur LCP, vous savez, nous donnons aussi la parole aux citoyens pour savoir quelles questions ils auraient posées s'ils étaient dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale cet après-midi. Je vous propose d'entendre Majid qui a une question à vous poser. Je suis Majid Belradja, le responsable du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Buzancais pour le compte de la société Adoma. J'ai une question à poser à M. Darmanin, ministre de l'Intérieur. Je souhaiterais savoir s'il était possible d'accélérer les délais d'attente pour remettre aux demandeurs d'asile leurs documents d'état civil afin qu'ils récupèrent très rapidement leur titre de séjour définitif. En ayant un récépissé provisoire, il est très difficile d'intégrer le marché du travail. Merci. Pierre-Alexandre Anglade, vous avez entendu la question de Majid. Est-ce qu'on pourra accélérer donc le titre de séjour? Est-ce qu'on pourra avoir ce document plus rapidement qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont des récépissés. Est-ce que le projet de loi immigration, par exemple, il peut régler ce problème? C'est une demande qui est effectivement formulée depuis de nombreuses années par un certain nombre d'associations et par les demandeurs d'asile eux-mêmes qui, lorsqu'ils arrivent sur le territoire national, souhaitent pouvoir s'intégrer et pouvoir travailler. Et c'est une volonté qu'on porte également au groupe Renaissance en permettant de faciliter, notamment à travers le projet de loi Asile-Immigration, l'insertion sur le marché du travail des demandeurs d'asile. Donc le projet de loi immigration, il doit permettre d'y répondre. Le Sénat l'avait supprimé, la majorité a souhaité le réinstaurer dans le débat en commission parlementaire la semaine passée, mais au-delà de ça, on souhaite pouvoir, au-delà des demandeurs d'asile, et c'est la première priorité, permettre à celles et ceux qui sont sur notre territoire, dans les métiers en tension, de pouvoir bénéficier d'un titre spécifique sur les métiers en tension, de sorte à pouvoir travailler dans un certain nombre de secteurs. C'est la meilleure manière pour eux de s'intégrer au pays et à la vie de la nation. Paul Vannier, ça vous donne une raison de voter ce projet de loi? Non, parce que la question est bien plus large que celle des métiers en tension. Moi, c'est une question qui m'est posée à chacune de mes permanences parlementaires. Des gens se présentent et me disent « Monsieur Vannier, je suis là en demande d'asile, j'ai un récépissé provisoire, il arrive à expiration, il est déjà expiré et je n'ai pas de réponse de la préfecture. Or, toutes les conditions sont réunies pour que mon droit d'asile soit reconnu. » Qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans les préfectures, dans les sous-préfectures à Argenteuil chez moi, il manque de personnel. Il n'y a pas assez de fonctionnaires qui sont là, formés en nombre suffisant pour répondre à ces demandes qui sont très importantes. Il y a des délais d'attente qui dépassent parfois l'année. Moi, je connais des gens qui attendent depuis 1 an une réponse. Et moi, je l'ai vu en discutant avec les autorités préfectorales. Je sais qu'elles manquent de moyens. Il y a parfois des contrats aidés, mais qui ne sont pas bien formés pour répondre aux demandes. Donc, il faut investir massivement et faire respecter le droit d'asile dans notre pays. On va à présent passer aux questions qui seront posées par les députés au ministre et à la Première ministre. Et on va parler notamment de l'éducation qui sera au cœur de cette séance, alors que le classement PISA a été publié ce matin et montre un niveau catastrophique des élèves en mathématiques ainsi qu'en français. Le ministre Gabriel Attal a aussi fait des annonces ce matin pour créer un électrochoc. Alors on va retrouver Isabelle Roche, qui est députée Horizon et apparentée de la Moselle, qui compte interpeller le gouvernement cet après-midi dans l'hémicycle, et on la retrouve au micro d'Elsa Mondingava. Ouais, l'élève France, bilan plutôt moyen. On est 26e en maths, 28e en sciences, 29e en compréhension de l'écrit. Alors tout d'abord, que se passe-t-il dans l'école française et comment peut-on faire pour avoir de meilleurs résultats? Bien, déjà, c'est très important, c'est de le mesurer, d'en prendre le constat. C'est vrai que nous avons baissé, mais comme tous les pays de l'OCDE, c'est vrai qu'on baisse un peu plus, mais c'est un constat général. Et le ministre, là, ce matin, a déjà annoncé un certain nombre de mesures qui sont très importantes, notamment suite à la mission l'exigence des savoirs, et notamment on voit un recentrage très fort sur les fondamentaux, un recentrage aussi sur les élèves, comment on fait, comment on les accompagne pour qu'ils réussissent mieux. On replace les professeurs aussi au cœur de la décision, notamment on le voit avec le redoublement, ce ne sont plus les parents qui auront le dernier mot, mais les professeurs. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que on va faire réussir nos élèves, et c'est extrêmement important. Justement, parce qu'on imagine que ce classement peut être source d'inquiétude. Là, ça fait 6 ans que le niveau dégringole. Comment on peut comprendre ça? Est-ce que c'est à cause du Covid? Est-ce que c'est à cause du manque de professeurs? On le sait, dans certains établissements, on peut peut-être pas enseigner et apprendre de façon optimale. Alors c'est aussi pour ça qu'on a pris toutes ces mesures contre le harcèlement scolaire. On a vu aussi que
c'était une des données. Donc ça, c'est extrêmement important de mettre un climat favorable aux apprentissages. On sait aussi qu'il faut qu'on donne aux professeurs les moyens d'enseigner face aux élèves. Pour le Covid, tous les pays ont été soumis à la même problématique. Donc c'est vraiment comment on fait pour que nos manuels puissent répondre vraiment aux exigences dont ont besoin les professeurs vis-à-vis de leur classe et de leurs élèves. Merci beaucoup. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a déjà donné quelques pistes. J'imagine qu'on aura des précisions tout à l'heure dans l'hémicycle. Paul Vannier, est-ce que vous êtes inquiet du niveau des élèves en maths, en français, 26e, 28e? On est des cancres dans le CDE. Je suis inquiet des conséquences des politiques éducatives qui sont conduites depuis 2017, depuis 2012. Nous pourrions remonter jusque-là, et inquiet parce que les responsables de cette dégringolade, ils sont aux commandes. Et à entendre Gabriel Attal, rien ne changera ou le remède risque d'aggraver le mal. Il a pris un sacré coup de vieux, Gabriel Attal. Il parle comme Xavier Darcos, vous savez, ce ministre de l'Éducation, il y a 20 ans. C'est vraiment le retour de la droite très traditionnelle et au fond d'un modèle, l'école du tri. Voilà ce qu'il propose, Gabriel Attal. Il a annoncé beaucoup de propositions, notamment renforcer le niveau des élèves en maths, en français, sanctionner avec le brevet des collèges. Il veut trier parmi les élèves. Il veut faire des groupes de niveau, séparer ceux qui sont en difficulté des meilleurs. Et on sait, et les études ça ne peut pas permettre aux moins bons élèves d'améliorer leur performance. C'est l'inverse. Cela a des conséquences sur le plan éducatif parce qu'on sait que dans un groupe classe, il y a une dynamique qui vient de l'effet d'entraînement que les meilleurs peuvent avoir sur les moins bons. Et puis, cette logique qui consiste à, pour les élèves en difficulté, vouloir les placer devant une tablette. Voilà ce que propose Gabriel Attal, en recourant aux outils de l'intelligence artificielle. Vous êtes un élève en difficulté, eh bien vous allez avoir des logiciels, des tablettes pour répondre à ces difficultés en maths, en français. Je crois que ça va aggraver les difficultés. Moi, je suis partisan des humains, des professeurs, plutôt que des machines à l'école. Et il gère la pénurie, Gabriel Attal. Emmanuel Macron a supprimé 10 000 postes dans l'enseignement, 3 000 au budget 2024. Nous ne parvenons plus à en recruter. Ils sont à ce point sous-payés que ça n'est plus possible de le faire. Et donc, on bricole, on revient vraiment à une vision très passéiste de notre école. Je suis déçu par ce nouveau ministre qu'on disait novateur. Il est très, très traditionnel, presque traditionnaliste en vérité. Alors, je reprends ce que vous dites, parce que Pierre-Alexandre Anglade, quand on regarde ces mauvais résultats de cette étude PISA et de l'OCDE, on se rend compte qu'il y a certes le problème du Covid qui a aggravé le niveau des élèves, mais il y a aussi 67% des élèves qui étaient scolarisés dans des établissements dont le proviseur avait déclaré que la capacité à dispenser l'enseignement était entravée par un manque de personnel enseignant. En clair, il n'y a pas assez de profs pour faire les cours de maths, de français. Est-ce que ça, c'est pas votre problème ? Il y a un problème effectivement de ressources humaines dans l'éducation nationale qui sont en train d'être comblées en ayant permis notamment la revalorisation des rémunérations des professeurs, en ayant permis un plus grand nombre de recrutements ces dernières années. Mais le problème, il est au fond beaucoup plus structurel. C'est-à-dire que nous avons des classes dans lesquelles le niveau est en train de s'agrandir entre les meilleurs et les moins bons. Et je crois que le ministre de l'Éducation nationale a tout à fait raison en proposant d'avoir des groupes de niveau, notamment sur le français, sur les mathématiques, où on voit que dans une même classe, dans un collectif de 25 à 30 élèves, vous en avez certains qui savent très bien lire, d'autres qui ne savent plus lire, qui sont ensemble, ou qui ne savent pas lire, ou qui ne savent pas très bien lire, qui se retrouvent ensemble. À la fin, tout le monde est bloqué, plus personne ne progresse et le niveau baisse de manière globale. Alors Paul Vannier dit l'inverse, il dit lui, ça va tirer vers le haut des élèves qui sont en difficulté parce qu'ils seront mélangés à des élèves qui seront meilleurs. On a un désaccord là-dessus. Moi, je crois qu'on a besoin d'avoir de plus petits effectifs pour des élèves qui sont face à des difficultés. Vous savez, moi, j'ai vu toute ma scolarité, j'étais dans le public toute ma scolarité. J'ai vu de très bons élèves qui étaient capables d'avancer parce que les parents étaient derrière, en soutien, et qui comblaient au fond un certain nombre de lacunes qui pouvaient exister structurellement dans l'éducation nationale. Et puis ceux qui étaient le plus en difficulté parce que les parents n'étaient pas là, parce qu'ils bossaient, qui se retrouvaient décrocheurs. Et donc ceux-là, il faut qu'on puisse leur donner les moyens, dans le plus petits effectifs, de répondre aux disparités, parce qu'à la fin, ça crée un grand ensemble dans lequel les meilleurs arrivaient à s'en sortir et les plus mauvais continuaient de décrocher d'année en année. Et le collège, c'est réellement le niveau du décrochage. C'est-à-dire qu'au primaire, tout le monde arrive à avancer, mais arrivé au collège, c'est là que les disparités se font. Et donc le ministre a eu raison de proposer ce choc des savoirs, cet électrochoc pour l'école, parce qu'il y en a besoin, parce qu'on voit notre école dériver. On a réussi à redonner de la force à l'école primaire avec le dédoublement des classes dans les zones prioritaires, avec l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Il faut qu'on le fasse maintenant. Il faut qu'on le fasse maintenant au collège aussi. Alors vous êtes contre les groupes de niveau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit ces élèves qui sont en difficulté au
milieu des autres et que finalement les résultats ne sont pas bons. Alors si vous êtes contre les groupes de niveau, qu'est-ce que vous proposez finalement pour aider ces élèves en difficulté? D'abord des classes à taille humaine qui permettent la réussite pédagogique de tous les élèves. Vous savez qu'en France, le nombre moyen d'élèves par classe, à l'école, au collège, au lycée, est supérieur à la moyenne de l'OCDE. C'est le référentiel de cette étude PISA. Et puis je propose d'améliorer la qualité de nos services publics d'éducation en recrutant notamment des professeurs formés, des professeurs qualifiés. Les professeurs sont aujourd'hui à ce point sous-payés en France. Depuis 2017, ils ont perdu l'équivalent d'un mois de pouvoir d'achat. Par exemple, la revalorisation que vous annoncez, elle compense à peine les effets de l'inflation. C'est un métier qui a connu une revalorisation historique absolument considérable. On ne parvient plus à recruter. Il n'y a plus de candidats au concours. Et donc, il faut rendre de l'attractivité à ce métier pour avoir les meilleurs étudiants qui se dirigent vers les concours de l'enseignement, pour qu'ils soient qualifiés, bien formés et qu'ils apportent les solutions éducatives à nos élèves. Il faut toujours chercher la solution éducative plutôt que le gadget, la tablette, plutôt que le bricolage et les effets d'annonce. Vous savez, M. Attal annonce une nouvelle réforme des programmes. C'est typique d'un ministre de l'Éducation qui au fond, n'a pas grande idée sur la matière qu'il occupe. Tous les ministres de l'Éducation annoncent leur réforme des programmes. En vérité, ils embêtent les équipes éducatives, ils perturbent le fonctionnement des classes plutôt qu'ils n'apportent des solutions en le faisant. Pierre-Alexandre Anglade, de faire des groupes de niveau, d'obtenir obligatoirement son brevet des collèges pour pouvoir accéder au lycée. Est-ce que finalement, on ne se dit pas que sans le dire, c'est la fin du collège unique? Non, c'est pas la fin du collège unique, c'est la fin d'une forme de collège uniforme, dans lequel on voulait que tout le monde avance au même rythme, à marche forcée, en dépit des disparités, et puis pour arriver au bout du collège, à presque quasiment offrir le brevet pour que tout le monde puisse aller au fond dans l'éducation, puisse aller au lycée. Tout ça ne fonctionne plus. Le collège, je le disais, c'est devenu le lieu dans lequel se creusent les inégalités et les différences de niveau comme nulle part ailleurs, à l'école primaire ou au lycée. Et donc il y a besoin de remettre au fond du lien entre les niveaux, du lien entre les élèves en créant, je le disais, ces groupes de niveaux qui vont permettre de répondre aux difficultés concrètes des élèves. Parce que quand vous avez dans une même classe des enfants qui n'ont pas les mêmes savoirs, avec de telles disparités, eh bien à la fin vous bloquez tout le monde et c'est la régression, la dégringolade, et c'est ce qui se passe aujourd'hui au collège. Alors Gabriel Attal veut aussi lever le tabou du redoublement. Aujourd'hui, ce sont les parents qui ont le dernier mot en cas de proposition de redoublement pour son enfant. Et bien demain, ce seront les enseignants, les professeurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Que la parole des enseignants soit plus entendue, cela va dans le bon sens. Mais je crains que la proposition de Gabriel Attal ne crée de la tension entre les familles et des équipes éducatives dès lors que des décisions prises, imposées, c'est ce qu'il semble vouloir introduire comme possibilité, seraient incomprises. Et je me méfie bien de décisions trop définitives qui pourraient participer du tri des élèves. Vous savez, d'orientation aussi contrainte. Après ces redoublements imposés, est-ce que Monsieur le ministre de l'Éducation s'apprête à obliger certains élèves à se diriger vers telle ou telle filière? Gabriel Attal, manifestement, fait du modèle de l'école du tri. Vous savez que ce gouvernement a, par Parcoursup, déjà organisé le tri pour accéder aux études supérieures. Il veut là manifestement introduire un filtre entre le collège et le lycée sans dire ce qu'il adviendra des élèves qui n'auraient pas le brevet et qui ne pourraient pas accéder au lycée. Donc voilà, je trouve qu'il y a de la brutalité, il y a des effets d'annonce, mais toutes les conséquences pour des élèves, pour leurs familles, pour des jeunes en construction, des conséquences qui pourraient conduire à les évincer, à les exclure du système éducatif, elles ne sont pas abordées et ce sont des conséquences qui peuvent être très graves. Alors c'est vrai que si on n'a pas son brevet des collèges, ça veut dire qu'on ne pourra pas accéder au lycée. Est-ce que là c'est le redoublement ou est-ce que c'est orienter davantage les élèves, pourquoi pas vers l'apprentissage que vous souhaitez encourager? On a sensiblement encouragé l'apprentissage au cours de ce quinquennat et du quinquennat passé, donc c'est effectivement une des voies que doit être capable de prendre l'enseignement français et les élèves de ce pays. On a sous-investi dans l'apprentissage pendant très longtemps et donc on a eu raison de le faire parce que tous les autres pays européens le font et aujourd'hui on en voit les résultats. Mais sur le redoublement, il ne faut pas avoir de crainte. Le problème dans notre pays, c'est qu'on a fait souvent intervenir les redoublements beaucoup trop tard, au collège ou au lycée. Au fond, les mots sont déjà là. Quand un enfant arrive au collège ou au lycée, c'est souvent trop tard. Donc il faut qu'on soit capable de le faire plus tôt, peut-être à l'école primaire, pour mieux apprendre les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Et de cette manière-là, et mieux accompagner les enfants lorsqu'ils redoublent. Parce qu'effectivement, si faire redoubler un enfant et qu'il fasse exactement la même chose dans les mêmes conditions l'année d'après, en fait, le redoublement, on l'avait quasiment supprimé ou en tout cas laissé le choix aux parents parce que finalement, on se rendait compte que l'élève perdait plus une année qu'il n'approfondissait ses savoirs. Exactement. C'est la raison pour laquelle il faut être capable de mettre en place des tutorats, une forme de suivi des enfants lorsqu'ils redoublent une classe et dire qu'au fond, il vaut mieux faire son école primaire en 6 ans et la réussir plutôt qu'en 5 ans et échouer ensuite.
Je pense que ça veut dire aussi plus de professeurs, plus d'enseignants, plus d'accompagnement. Ça veut dire plus d'accompagnement et plus de moyens, effectivement, pour nos enfants. Le ministre l'a annoncé dans sa conférence de presse et tout ça devra évidemment suivre. Mais il ne faut pas avoir... ça a souvent été perçu comme quelque chose d'extrêmement négatif de redoubler. Donc il faut redonner confiance aux enfants, redonner confiance aux parents. Et il vaut mieux avoir un enfant qui redouble et qui réussit ensuite plutôt qu'un enfant qui passe les niveaux et qui se retrouve en situation d'échec plus tard. Alors il y a aussi une refonte des manuels scolaires qui est annoncée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça ? Je crains une atteinte à la liberté pédagogique des enseignants parce que le ministre annonce au fond qu'il y aura une pédagogie d'État, des manuels d'État certifiés par le ministère de l'Éducation nationale et qui seraient dès lors ceux que les équipes éducatives devraient choisir. Vous savez, les enseignants sont des experts de la transmission du savoir et des connaissances. Et quand ils font un choix de manuel, ils le font en équipe, ils le font collectivement, ils le font après avoir comparé les manuels et en recherchant celui qui est le plus approprié à la transmission du programme. Donc, moi, je fais confiance aux enseignants. Il y a dans cette décision sans doute le signe d'une défiance, d'une volonté de contrôler le travail des enseignants. Et c'est d'ailleurs ce qui nourrit la crise du métier d'enseignant. Les enseignants sont aujourd'hui l'objet d'injonctions managériales, hiérarchiques de plus en plus nombreuses. Leur liberté pédagogique est entravée, or elle est au fondement de leur métier. Elle leur permet d'apporter les réponses éducatives appropriées aux classes, aux élèves, en individualisant parfois la réponse, en voulant comme cela, au fond, cadenasser le choix des équipes éducatives. Je crois que le ministre de l'Éducation fait un contresens éducatif pour le coup. Alors on a vu en tout cas deux visions de l'éducation sur ce plateau. On va à présent passer à une autre question qui sera posée cet après-midi par des députés aux membres du gouvernement. En l'occurrence le député Roger Vico, qui est député socialiste et apparenté du Nord et qui compte interpeller le gouvernement sur l'attaque terroriste qui a eu lieu samedi soir à Paris. Roger Vico, qu'allez-vous demander au gouvernement tout à l'heure ? Très simplement, je vais demander au ministre de l'Intérieur où nous en sommes en matière de sécurisation des Jeux Olympiques. On sait que le gouvernement a énormément de mal à recruter les milliers et les milliers et les milliers de vigiles des sociétés privées pour sécuriser les Jeux Olympiques. On sait que Pôle emploi fait de son mieux, mais on arrive parfois à tenter de recruter des gens qui n'ont absolument pas le profil. On sait qu'il y a eu un attentat en plein Paris, un attentat mortel il y a quelques jours. Donc simplement, et sans agressivité particulière, on a le droit de se poser la question: où en sommes-nous des mesures qui seront prises pour sécuriser les Jeux Olympiques qui démarrent dans quelques mois? Vous avez l'impression que Paris n'est pas prête? Selon les chiffres dont nous disposons, nous avons clairement l'impression qu'effectivement, je ne dirais pas que nous ne sommes pas prêts, mais qu'en tout cas, nous avons pris du retard. Il manque approximativement 20 000 agents de sécurité privés. Certaines sociétés de sécurité privée rechignent à contractualiser avec le gouvernement parce qu'on n'a pas été payé des contrats qui avaient été faits pour la Coupe du Monde de rugby. Par conséquent, on peut légitimement se poser la question de où en sommes-nous? Est-ce qu'on sera prêt? Merci beaucoup et on vous laisse rejoindre l'hémicycle pour poser votre question. Merci. Pierre-Alexandre Anglade, il y a quelques semaines, c'était Dominique Bernard qui a été assassiné à Arras. Samedi soir, un touriste qui a été tué aussi, une attaque terroriste, c'était à Paris. La question de Roger Vico, elle est légitime. Est-ce que la sécurité sera assurée pendant les Jeux Olympiques de Paris? Je pense que face au terrorisme, il faut quand même être lucide et assumer les choses telles qu'elles sont. On aura à lutter pendant des années contre le terrorisme islamiste. Notre pays, les pays européens, d'autres pays dans le monde, partout dans le monde, pas que les pays occidentaux, sont confrontés au terrorisme islamiste. Et donc ce combat, c'est un combat de longue haleine et il faut être capable de le mener sans avoir la main qui tremble. Et depuis 2017, les moyens de police, de renseignement ont été considérablement renforcés dans ce pays. Mais il faut aussi dire la vérité à nos concitoyens. Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de formule magique contre le terrorisme. C'est pas très rassurant ce que vous nous dites à quelques mois des Jeux Olympiques. Il faut dire la vérité. On met déjà beaucoup de moyens dans le renseignement, dans la police. On a parmi les services de renseignement les plus efficaces au monde. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a 43 attentats terroristes qui ont été déjoués depuis 2017. C'est un tous les 2 mois. Donc nos services de renseignement, ils protègent les Françaises et les Français de manière résolue. Et nous continuerons à le faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de tabou sur les mesures qui peuvent être étudiées pour continuer à protéger plus encore les Français. Et moi, je suis convaincu que l'État sera au rendez-vous de la protection des Français, mais aussi des milliers et des dizaines de milliers de touristes qui viendront en France pour assister aux Jeux Olympiques. Mais encore une fois, sur ce sujet, il ne faut pas raconter d'histoire. C'est un combat, un long combat, et il exige la mobilisation de tous. Est-ce qu'on peut accueillir, Paul Vannier, en toute sérénité, tous ces milliers de touristes qui vont débarquer à Paris cet été pour les Jeux Olympiques? J'espère. En tout cas, il faut pour cela assumer ses responsabilités.
et constater quand il y a une défaillance, la constater pour la comprendre et pour la corriger. Monsieur le ministre de l'Intérieur a cherché à se défausser à la suite de l'attentat qui a coûté la vie à un touriste allemand il y a quelques jours à Paris, en visant au fond la psychiatrie, dont on sait qu'elle est dans un état terrible. 3000 lits fermés depuis 2010. Monsieur Darmanin, comme membre de ce gouvernement, il est aussi comptable de ce bilan, de cet affaiblissement du service public hospitalier, des soins psychiatriques qui sont une partie de la réponse, pas toute la réponse. Car en l'occurrence. Pour vous, le diagnostic de Gérald Darmanin est le bon, du coup, c'est un problème psychiatrique. Je crois qu'il cherche à écarter sa responsabilité à lui comme ministre de l'Intérieur, puisque cet homme était fiché S pour radicalisation. Vous dites que c'est bien le problème de la psychiatrie. Non, je dis que c'est les deux, mais que c'est surtout, en dernière instance, c'est le problème des forces de l'ordre. Parce qu'en dernière instance, un malade, tous les malades, fort heureusement, ne commettent pas d'attentat. Là, il y a manifestement un acte terroriste. C'est le rôle des services de renseignement et des services de sécurité. Faille dans les services de renseignement ? Oui, d'autant qu'on apprend, l'enquête manifestement a montré que le terroriste avait, la veille de son passage à l'acte, rencontré une autre fichée S pour radicalisation. Il y a peut-être là un défaut de surveillance et c'est ça qu'il faut regarder en face. Bien sûr, je comprends ce que vous dites, chers collègues, en disant qu'il n'y a pas de risque, il y a de risque zéro. Évidemment, ce serait démagogique de dire qu'il est possible de protéger tout le monde d'un acte comme celui-là. Il faut le dire avec lucidité. Mais il faut aussi regarder quand il y a une défaillance où elle est pour pouvoir la corriger. Et je trouve que le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence, a fait preuve davantage de déni et de démagogie que d'objectivité et de recherche de solutions pour la protection de tous les Français. Est-ce qu'il s'est défaussé finalement, Gérald Darmanin, en disant que c'était les experts psychiatriques qui avaient sans doute fait un raté ? Je ne crois pas. Je crois que le ministre de l'Intérieur a quand même montré de manière assez claire que la personne qui a commis cet attentat a été suivie, surveillée, repérée par les services de sécurité, qu'il avait été emprisonné de longues années pour avoir fomenté et préparé un attentat terroriste. Alors 4 ans de prison ferme, effectivement. Heureusement déjoué. Qu'ensuite il a été libéré, qu'il a été suivi, que les services de santé, et là on ne peut pas dire qu'il y a un défaut de la part, qu'on manquerait de psychiatres en France, c'est un autre débat, mais la vérité c'est que ce monsieur était suivi par des médecins, par des psychiatres. Monsieur Darmanin n'aurait pas dû accuser la psychiatrie. Non, mais qui eux-mêmes ont dit, et c'est là où se trouve le défaut, qui eux-mêmes ont dit que ce monsieur ne représentait manifestement plus de danger, qu'il pouvait arrêter son traitement. Voilà. L'injonction de soins dont parle Gérald Darmanin, ça changera quelque chose ? Dans ce cadre-là, l'injonction de soins par les autorités, c'est ce que le ministre de l'Intérieur pense. Elle peut se poser, cette injonction de soins. Les médecins ne sont pas des agents de l'antiterrorisme. Oui, mais puisqu'ils sont dans leur rôle, dans un rôle de soins, ils n'ont pas, eux, à faire des préconisations en matière de sécurité. Là, les services de renseignement doivent prendre la suite et être les plus vigilants possible pour éviter ce type de passage. Oui, mais le fait de pouvoir demander, de pouvoir imposer une injonction administrative de soins lorsqu'il y a une personne qui est considérée comme étant malade et qu'elle n'est pas prise en charge comme elle le devrait, je pense que c'est un outil qui doit être donné à la main des préfets pour faire en sorte de protéger la société et protéger les personnes eux-mêmes. Et là, dans le cas de ce terroriste, sa mère avait signalé que celui-ci manifestement n'allait pas bien, qu'il était sur une mauvaise pente et rien ne s'est passé. Et donc il y a eu de fait un dysfonctionnement quelque part à un moment donné et cette injonction de soins administrative, elle peut y répondre. Merci à tous les deux, en tout cas d'être venus débattre sur le plateau des questions au gouvernement. Pierre-Alexandre Anglade et Paul Vannier, député La France Insoumise du Val d'Oise.